premier hélicoptère envoyé d'Alger survolait un Orléansville qui n'était plus l'Orléansville de la veille. Il y avait des trous noirs dans cet ensemble rouge et blanc qui était une ville de 40 000 habitants. Des toits s'étaient effondrés, les immeubles avaient disparu et les rues étaient vides. On eût dit que par un gigantesque coup de pompe, Orléansville s'était vidé de son peuple, vidé de ses travaux journaliers, vidé de sa vie quotidienne. Dans les rues jonchées de moellons, les yeux se portaient sur des groupes hébétés, sur des ruines croulantes, sur des maisons qui n'étaient plus que des murs, sur des murs qui n'étaient plus que des pierres. Ici, c'était le lycée de jeunes filles. Un lycée que toutes les villes de France pouvaient envier à Orléansville. Il avait été comme découpé au rasoir. Le centre avait disparu. Ici, c'était l'église. Les cloches ne pourraient même pas sonner le glas des morts d'Orléansville. Ici, c'était l'hôtel Baudouin, dont par toute l'Algérie on vantait la tenue. La veille au soir, les voyageurs s'étaient couchés paisiblement en rêvant au lendemain. Quelques-uns seulement avaient pu fuir par les fenêtres. Et le reste était comme l'hôtel Baudouin, comme l'église, comme le lycée de jeunes filles. Orléansville était encore englouti dans le cauchemar de la nuit. Toute la ville avait en 12 secondes basculé dans l'horreur. Elle y était encore jusqu'au cou. En France, les journaux traduisaient le drame de la nuit. Dans le monde entier, les capitales s'alertaient. Il semblait d'ailleurs que l'ampleur de la catastrophe grandit à chaque heure. Ce n'était pas qu'Orléansville, mais toute une province qu'atteignait le désastre. On savait qu'à 6 kilomètres, Ponthébat, un grand village agricole, était blessé à mort. Et d'autres, plus loin. Dans la désolation du cataclysme, combien de gens avaient tout perdu? Il fallait tout de suite en même temps donner des abris, des vêtements, du pain. Dans la ville martyre, mais aussi, mais surtout, dans les campagnes, dans les villages, dans les douars, il y eut des distributions de tout ordre. Il s'agissait de couvrir ceux qui étaient nus et de nourrir ceux qui avaient faim. Orléansville avait compté ses morts. Il fallait maintenant que les vivants puissent continuer à vivre. Sur les places, dans les jardins, sur les trottoirs, les tentes s'élevaient. Le pain de la journée, mais aussi bien que le pain de la journée, des nouvelles d'absents qui peut-être n'en donneraient plus jamais. Tous n'étaient cependant pas partis. Malgré tout, Orléansville ne voulait pas mourir sans plus unis. On pouvait maintenant reconsidérer Orléansville. Il en restait une ville de Ponthébat. On avait vu aussi Anoto. Anoto n'était plus qu'un tas de pierres, découpées par les vides de ses 6 rues. On avait vu Flatter. Flatter n'avait plus que des murs. Et au milieu des gravats, une famille échappée à la mort cherchait quelques ustensiles de cuisine. Dans les gourbilles effondrées, on récupérait les provisions de grains précieusement conservées pour les semences de l'automne. Si le grain manquait, comment sèmerait-on ? Les déchirements du sol, les effondrements, les fissures, telles failles longues de près d'1 kilomètre, disaient avec une nouvelle éloquence ce qu'avait été le cauchemar de la nuit tragique. Ici, l'œil pouvait voir que vraiment la terre avait tremblé. Ici, l'esprit pouvait s'arrêter sur l'énormité des explosions intérieures qui, à travers des kilomètres d'épaisseur, avaient imprimé à la croûte terrestre un effort tel qu'elle n'avait pas pu y résister. Ah oui, dans cette nuit du 8 septembre, quelle danse macabre avait dansé la montagne. C'était encore le petit village arabe de Beni Rached. Et lorsqu'après avoir vu Anoto et Flatter ont connu Beni Rached, on put dire qu'il s'établit un grand silence. Le drame était partout. On voyait mieux l'ampleur du désastre. Chaque jour qui passait, on découvrait des aspects nouveaux.
On avait vu près d'Orléansville Pontébat, dont l'église ébranlée disait bien la désolation. Noir, qui a perdu dans le drame 12 personnes de sa famille, mesurer le lourd tribut payé au désastre par la population musulmane. À ces milliers de familles démunies, on s'était ingénié à porter secours par des distributions immédiates. Maintenant, on y ajoutait des biens d'usage qui leur permettraient de reprendre le cours de leurs travaux et de leur vie journalière. On allait ajouter au blé, au pain, à la semoule, au sucre, aux vêtements, les éléments qui rétabliraient le foyer détruit. Déjà, au hasard des chemins, on pouvait voir des groupes relever les murs de la maison détruite. Scène d'une simplicité patriarcale, où s'évoque le plus authentiquement le sens de la famille. Ils sont tous là, ils s'aident tous, ils construisent ensemble l'abri qui les réunira. Il y a là comme une lumière de vérité. Sur ces murs de pierre et de terre, on posera demain la charpente, on alignera ces solives brutes qui ont encore le goût et la forme de l'arbre, et cette espèce de squelette de bois prendra soudain, la dernière poutre fixée, un sens plein, le sens que donnaient naguère les maçons de chez nous au bouquet que le plus jeune allait accrocher au toit à la maison terminée. Et toutes ces perches qu'on aligne en ce moment sur tous ces murs hier démolis, c'est le signe rassurant et noble des maisons qui renaissent, de la vie qui se réveille. Et l'autre signe de celui qu'évoque sur le front des ruines d'une ferme du Douar Hamis, cet attelage de bœufs devant un vieil araire. Les ruines sont toujours là, mais la terre ne peut pas attendre. La récolte prochaine, c'est maintenant qu'il faut la semer. Et l'homme, sur qui sans raison la terre s'est vengée, l'homme qui porte encore sur lui sa ruine et peut-être son deuil, l'homme a quand même repris la charrue, il reconstruit sa maison, il prépare sa récolte, il n'a pas de temps pour le désespoir. Sur la terre blessée, la marque du malheur restera inscrite, mais les hommes sont plus forts que le malheur.